Patricia Fontaine, mon Dieu, bienvenue sur nos antennes. Wow, vous êtes une habituée, hein? Vous êtes une habituée. On s'est rencontrés à Mazamet, on s'est rencontrés dans différents salons livres. Bon, et puis on va pas tous les citer, on se répartit pour réécrire le dictionnaire. Alors Patricia Fontaine, vous m'avez scotché, vous m'avez surpris. Vous avez publié votre second roman. Le premier, on va le rappeler, c'est Cap Vert, hein, édité chez Academia, et là, à nouveau chez Academia, que l'on salue, bien entendu, Pile et Face. Alors, je me suis dit, on va lire le livre de Patricia Fontaine, et je dois avouer qu'il est difficile pour moi de commencer un livre écrit par une personne que je connais, une personne qui m'est proche, parce que l'on a un regard formaté peut-être beaucoup plus critique et beaucoup plus incisif qu'on devrait l'avoir. Bienvenue la neutralité, n'est-ce pas? Eh bien, honnêtement, sans vouloir vous lancer des fleurs, ce livre est un bijou. Ce livre est vachement bien écrit. Les phrases sont structurées de telle façon que c'est un fleuve fluide et agréable à suivre. Mais au-delà des phrases, on les oublie, ces phrases, parce que vous nous attirez dans l'histoire avec un grand H, et la passion entre deux antagonistes qui vont apprendre à s'apprivoiser, mais avant d'y venir, entrons dans votre ouvrage. Ça commence très simplement dans une maison de repos, la gériatrie, vous la connaissez. C'est mon métier, par ailleurs, oui, je suis psychologue et donc spécialisée en gérontologie, donc ce sont des milieux que je connais, et à la fois du côté des personnes âgées qui s'y retrouvent, comme à la fois du côté du personnel qui les encadre. J'ai un profond respect et une profonde admiration vis-à-vis de leur travail, tout en ayant, et vis-à-vis de ces adultes âgés qui s'y retrouvent, tout en ayant aussi un regard critique vis-à-vis de ces milieux-là. Premier chapitre nous entraîne avec une pointe d'humour, et je me suis dit, mais où a-t-elle... Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On avait l'impression, je l'ai écrit quelque part, que c'était une écriture qui se rapproche d'une écriture à Le Gardinier, c'est-à-dire qu'on avait des personnages en maison de repos qui font des clins d'œil, qui font des espèces de petites blagues. On voit les regards, on sent presque les odeurs, hein, et petit à petit, vous placez vos pions, et grâce à une antagoniste qui n'est pas entre guillemets saine, hein, puisqu'elle est ancienne prostituée, touchée de plein fouet par la drogue, elle va être entraînée par un des pensionnaires au Chili. Et là, tout se déclenche. Le Chili, mais j'avais oublié cette histoire. Mais quelle honte avoir oublié l'histoire du Chili. Quelle honte pour les victimes. Hein. C'est un sujet qui s'est imposé à moi dans la mesure où j'ai mon fils qui est parti travailler au Chili et m'est revenu à ce moment-là des images de ce qu'on m'avait enseigné adolescente. J'étais au début de mes humanités en 1973 et je crois m'étaient restées des images qui m'avaient choquée et frappée à l'époque de torture et de torture de femmes. Et je crois à la fois le départ de mon fils et ces images qui revenaient de mon adolescence ont été pour moi l'occasion et j'ai envie de dire après coup la richesse aussi d'avoir essayé d'aborder ce thème en essayant de se dire mais qu'est-ce qui se transmet aux générations d'aujourd'hui, qu'est-ce que mon fils, quelque part, allait rencontrer là-bas en allant au Chili et qu'est-ce qui se transmet? Oui, mais évidemment, nous avons, à notre époque, tous lu les articles qui fleurissaient dans les journaux, dans les revues sur le Chili, mais évidemment, comme toute civilisation, il y a la part de propagande, il y a la part de vérité, de non-vérité, on ne sait pas trop bien vers quoi s'orienter. Et je me suis dit, elle va approcher ce sujet, elle va se casser la figure rapidement, c'est trop fort. Eh bien non, vous avez choisi une forme de neutralité et de questionnement, mais de questionnement particulièrement fort. Comment aurait-on agi si nous avions été à leur place?
C'est une question qui me reste d'ailleurs, je le dis à la fin du livre, les 3 petits points restent là et à la fois théoriquement, confortablement installé avec vous ici, je pourrais dire non jamais ceci ou oui sûrement ça. Et en écoutant, en lisant, en recueillant les témoignages de ces gens, je me suis... Restent ces 3 petits points de suspension que j'ai aussi par rapport à d'autres événements. Si je repense à la Deuxième Guerre mondiale, je me dis là aussi, qu'est-ce que j'aurais fait? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller et jusqu'où un être humain peut aller aussi dans des moments de tension, dans des moments de crispation collective ou individuelle, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller, quitte à se détruire, quitte à plein de choses. Évidemment, Cap-Vert est un livre de femmes écrit par une femme, je l'ai dit au moins 100 fois, et ici on retrouve la femme, l'écriture féminine, et pas féministe, au contraire. On se promène et puis il y a toujours cette petite pointe de respiration qui vient nous aider et qui nous porte à continuer encore à marcher. Et cette marche n'est pas pénible, au contraire, c'est presque un sport nécessaire. Et l'on est aspiré vers la page suivante, et puis la suivante, et puis la suivante, jusqu'à terminer votre livre, et puis se dire, ah non, il faut continuer. Donc on fait marche arrière et on reprend l'histoire. Bus, train, taxi. Clarisse avance dans une cour ouverte à la rue. Autour d'elle, un fratras d'objets que tout brocanteur rêverait de posséder. Des mauvaises herbes, des branches d'arbustes s'infiltrent de ci de là. Au fond de la cour, une bâtisse à l'apparence délabrée. Phil lui a donné rendez-vous ici, silence d'un lieu abandonné, quand surgit de derrière le bâtiment un dog allemand, aussi grand qu'un veau, badine relevée, montrant les dents. J'ai pris cette phrase un peu au hasard parce que j'avais envie de souligner la qualité de votre écriture, tout simplement. Mais quelle maturité par rapport à Cap-Vert, bien que Cap-Vert était déjà un livre fameusement bien achevé. Quelle maturité. Comment avez-vous réussi à gravir cet échelon littéraire? C'est une excellente question et c'est le lecteur qui me le renvoie et c'est Philippe qui me le renvoie, cette évolution-là. Pour moi, je suis restée moi-même et pour moi, je me suis embarquée avec les mots, avec le sujet, avec un sujet qui m'a vraiment mobilisé beaucoup dans mes énergies, dans mes peurs et qui m'a vraiment beaucoup touchée à creuser. Est-ce que c'est un peu tout ça? Est-ce que c'est aussi, à force d'écrire, on affine peut-être aussi l'outil, mais c'est une toute autre atmosphère aussi que Cap-Vert, et même si je pense qu'il doit y avoir un peu de tout ça, mais je pense que je reste moi-même aussi. Mais que ce sujet m'a amené à grandir avec moi-même, à grandir avec les personnages et à devoir prendre du recul aussi par rapport à des sujets qui m'ont vraiment touchée à certains moments, très fort. Et une documentation précise, la visite de ce pays, vous êtes parti presque en pèlerine ou en pèlerin, jeu de mots. Donc vous êtes parti sur les chemins du Chili, vous avez vécu certaines expériences, vous avez rencontré les Chiliens, certains se sont dévoilés, d'autres se sont renfermés, et ça n'a pas dû être simple ça. Non, et j'avais fait... effectivement, j'avais d'abord, avant de partir au Chili, j'étais partie une première fois au Chili pour aller rejoindre mon fils, donc sans le projet du livre qui était qu'une ébauche à ce moment-là. Et j'avais touché le Chili, j'ai envie de dire, en allant voir à gauche et à droite. Et ça m'avait juste encouragée à aller plus loin. Et puis je suis revenue de là en me documentant beaucoup au niveau des livres, au niveau de films, et puis avec l'envie d'aller rencontrer la communauté chilienne ici en Belgique et d'essayer de ma question, qui était un petit peu le fil conducteur du livre, de qu'est-ce qui se transmet aujourd'hui, d'aller leur poser la question en me disant, mais eux peuvent me répondre, moi je peux que supposer, mais eux peuvent me répondre de ce qui est important pour eux de transmettre. Et donc j'ai fait des rencontres ici en Belgique assez extraordinaires de gens qui se sont confiés et qui ont raconté des choses où je me suis rendu compte à quel point c'était tabou et que même la simple question de qu'est-ce que vous transmettez, donc sans toucher à rien d'autre de leur vécu, est quelque chose qui reste difficile et qui a créé des liens même au sein de certaines familles
qui n'avait jamais vraiment abordé cette question-là. J'ai l'impression que ces dialogues, que cette recherche de vérité, de documentation, bien que vérité, vous n'utilisez jamais ce mot-là. Au contraire, il semble vous faire peur, hein, vérité. Où est la vérité? Où se situe-t-elle? J'ai l'impression qu'elle vous a laissé une blessure profonde et que le livre, quelque part, servait d'exorcisme, peut-être. Je pense que par rapport à des événements qui peuvent paraître aussi tranchés, je suis toujours mal à l'aise, que ça soit dans mon activité professionnelle comme psychologue ou dans ma vie en tant que femme, et du coup dans mes recherches aussi, de ceux qui pourraient prétendre toucher et parler de la vérité. C'est tellement multiple, c'est tellement flou, c'est tellement lié à un contexte, à un moment, et chaque personne face à un même événement vit les choses tellement différemment, que c'est quelque chose que je ne voulais absolument pas affirmer ou préciser ici, et qui reste quelque chose qui m'habite dans la vie de tous les jours. Et dans les communiqués, quel lapsus, dans les contacts chiliens que vous avez pu créer, est-ce que vous avez l'impression qu'il reste encore une forme d'omerta? Oui, je pense j'ai pas pu rencontrer toutes les personnes que j'aurais souhaité, et j'aurais à la limite voulu plus rencontrer des enfants ou des petits-enfants issus de parents qui ont été à ce moment-là, plus peut-être du côté de Pinochet, du président Pinochet, mais là c'est très difficile, et je pense qu'il y a une réserve, et même des personnes qui ont souffert du push en étant plus du côté militant et partisan d'Allende, ça reste quelque chose de tabou encore. Et un simple exemple, ici quand j'allais interviewer des personnes, j'avais rencontré ici à Bruxelles, et ils savaient que j'allais partir au Chili, et une personne m'a pris le bras, me l'a serré, il m'a regardé vraiment avec un regard inquiet. Attention, quand vous allez au Chili, il ne faut pas parler avec n'importe qui. Et on était en 2016. Ne pas parler avec n'importe qui, et malgré tout, vous décidez d'y aller, vous, femme, quelque part seule, vous osez fréquenter les rues, fréquenter la ville, mais pas que. Hein. Parfois, prendre la voiture, vous perdre dans le désert, et là, faire des découvertes inattendues que vous décrivez très bien dans le bouquin. Vous le romancez malgré tout, mais ça, c'est du vécu, non? Oui, les lieux, là, je pense que ça part bien sûr de ce que j'ai rencontré, de ce que j'ai vécu, même si c'est à travers le regard des personnages. Et les personnages sont tous sauf moi, mais le contexte et l'environnement, je ne pouvais pas aller réinventer autre chose que ce que j'avais pu vivre. Et effectivement, quand je vois ce que je me suis autorisée à faire autour de ce projet à travers ce livre, et je regarde maintenant, je me dis, mais enfin, comment est-ce que tu as osé? Et j'ai envie de dire, heureusement que j'ai été portée par la dynamique du livre, par les personnages qui m'ont mis au défi d'aller jusqu'au bout et de ne pas lâcher en cours de route. Oui, je crois que ça m'a permis des choses qu'avec le recul, je me dis, waouh, est-ce que je le referais si rationnellement je savais ce que ça aurait été. Voilà. Vous avez eu peur à certains moments? À certains endroits, à certains moments, j'étais prise par des émotions qui étaient à la fois de fascination et à la fois de peur aussi, de là où j'étais. Voilà. Bonjour Clarisse, si tu reçois ce mail, c'est que M. Grégoire a plus d'un tour sur le clavier. Dans la mesure de ses possibilités, il m'a certifié qu'il se chargerait de te transmettre ma lettre. Il n'a pas voulu m'en dire plus. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas où tu es, encore moins quelles sont tes intentions. J'ai évité de me laisser entraîner par les rumeurs quant aux raisons de ton départ précipité. Tu n'as pas à te justifier de ton silence. Je ne te juge pas, loin de là. Dans cette histoire, il y a plusieurs antagonistes, dont un manipulateur que l'on découvre en fin de vie, au cœur de la gériatrie. C'est une rencontre pour le moins surprenante, et ce bonhomme a besoin d'une sorte de quête, mais il n'en est plus capable. Donc tout d'un coup, il dépose son fardeau sur les épaules de cette jeune fille en reconstruction, Clarisse. Mais quelle drôle d'idée! Mais comment avez-vous pu construire ce scénario?
Mais je pense d'abord, pour moi, fondamentalement, les maisons de repos, les lieux d'accueil d'adultes âgés sont vraiment des lieux de mémoire collective importants qu'on oublie et qu'on laisse partir sans y prêter attention. Donc, que quelque part dans les murs de maisons de repos se cachent, il se trouve et vivent des personnages qui ont une histoire particulière, pour moi, ça avait du sens par rapport à ça. Et je suis toujours fascinée par, en écoutant ou m'intéressant des parcours de vie, à quel point des effets de rencontre peuvent bouleverser la vie du jour au lendemain, pour le meilleur comme pour le pire. Et donc, quelque part, oui, il y a ce personnage manipulateur depuis longtemps et qui a l'art de cerner les faiblesses aussi de l'autre et qui continue un petit peu son mode de fonctionnement, d'utiliser les faiblesses de l'autre à son avantage, quelque part. Et en même temps, même si effectivement c'est utiliser l'autre, je pense que c'est aussi quelque chose dont le personnage Clarisse va sortir grandi, d'avoir pu vivre ça, même si tout ne se résout pas nécessairement en happy end pour elle. Il n'y a pas que Clarisse qui s'en sort grandi, le lecteur également, parce que ce livre, avant d'être un livre entre guillemets d'histoire, est surtout une sorte de policier qui nous entraîne dans des endroits inattendus à se remettre en question, on le dit tout à l'heure, et puis on est quand même chamboulé quand on termine ce bouquin. On s'est dit, mais qui sommes-nous ? Oui, et je pense que c'est... Enfin, là où m'a surpris aussi le livre, c'est je me dis, je vais travailler la question du Chili et de cette période du putsch et de cette dictature, et de me rendre compte à quel point de décrire et de parler de cet événement faisait résonance à l'actualité, à aujourd'hui, et je pense que ce qui peut peut-être bouleverser ou toucher le lecteur, et en tout cas merci de le dire qu'effectivement ce lecteur se sent concerné par le sujet, c'est qu'il résonne aujourd'hui de notions comme l'ennemi qui porte peut-être un autre nom, et peu importe de quelle manière on se positionne par rapport à cet ennemi, cette notion est présente. Il y a des choses qui reviennent et qui, moi, me résonnaient très fort dans mon écriture. J'écrivais pendant tout le développement des élections aux États-Unis, j'écrivais pendant tout le développement des élections en France, j'écrivais au moment des attentats. Oui, j'étais peut-être il y a 45 ans au Chili, mais j'avais très fort l'impression d'être aujourd'hui. Et je vous avoue que ça me donnait des frissons et qu'il y a des moments où je coupais la radio et la TV et je me remettais dans mon livre. Certains passages décrivent clairement les situations les plus extrêmes que les gens ont vécues lorsqu'ils étaient du mauvais côté, sans tomber dans le glauque ou le voyeurisme de bas étage. Et là, votre plume, je la nommerais de pudique, pudique et en même temps violente, parce que cette pudeur semble parfois violente. On a l'impression que vous avez de la hargne que vous voulez déposer sur le papier, mais en même temps que vous voulez préserver le lecteur, ou peut-être vous préserver vous-même. Surtout préserver le côté très pudique et très intime de ces événements-là pour la population chilienne en elle-même. Et je pense que même si effectivement m'arrache par rapport à de me dire ce que ces gens ont pu vivre et comment des êtres humains peuvent faire subir ça à d'autres aussi, peu importe les enjeux idéologiques là derrière, c'est vrai, c'est quelque chose qui peut me mettre en rage, mais j'avais surtout envie, et c'est quelque chose auquel encore je suis encore sur la pointe des pieds, de me dire il faut que ça soit recevable et que je respecte ces témoins qui m'ont parlé avec beaucoup de pudeur de ce qu'ils ont vécu, et où on m'a dit aussi à certains moments, je parlais avec un homme et qui parlait de son épouse, moment, et il effleure le sujet, et moi je pose peut-être une question peut-être trop loin, il me dit mais non, ça j'ai jamais parlé avec elle, c'est son intimité, je n'en ai jamais parlé. On était 40 ans après, donc je dis moi je ne pouvais pas, mais je ne pouvais pas non plus me taire
sur ce qui a pu être vécu par ces gens. Et quand je les rencontre, moi, je suis touchée par leur résilience, leur joie de vivre, leur goût de vivre, et en même temps dans leur regard, et quand on parle, il y a quelque chose qui est trace d'une histoire particulière. Alors ces deux femmes qui se retrouvent sur le balcon d'un immeuble, qui n'ont rien de commun, et qui se retrouvent manipulées par ce personnage dont nous avons vaguement effleuré le caractère tout à l'heure, vont apprendre à s'apprivoiser. Mais apprendre à s'apprivoiser, c'est quelquefois ressentir une morsure ou réagir de façon inappropriée. Et pourtant, elles s'éloignent, elles reviennent, comme si elles avaient nécessité à être ensemble. D'où provient cette relation nécessaire? Mais Clarisse, au départ, dans son histoire, peut paraître comme une femme très seule, même si elle est dans un milieu où elle n'est pas seule, mais très seule par rapport à elle-même. Martha aussi, quelque part, même si elle a une activité professionnelle et donc elle a un réseau, je pense que ces deux femmes qui, face à un ennemi collectif que Martha a rencontré, j'ai envie de dire, face à un ennemi individuel et personnel que Clarisse vit et rencontre, je pense qu'il y a l'appel peut-être d'enfin peut-être trouver un lieu où se poser et oser se poser, et profitant, dans le bon sens du terme, de se rendre compte que la fragilité des unes et des autres permet un espace de rencontre, un espace où on peut se dire, se confier, pas tout de suite. Et il y a des zones d'ombre qui restent pour les personnages, et à l'issue du livre, et elles repartent chacune avec ces zones d'ombre et laissent peut-être un peu et l'auteur et les lecteurs frustrés de « et maintenant ?» Me reste de ce livre, Patricia Fontaine, une image qui me hante. Et pourtant, on ne parle pas de torture, on ne parle pas de votre voyage initiatique. C'est une plume de perruche qui tombe au pied du personnage principal. Et cette plume m'offre en même temps la douleur du passé et l'espoir du futur. En tout cas, Patricia Fontaine, Pile et Face, c'est un roman que j'ai dévoré. C'est vraiment un coup de cœur. C'était difficile pour moi de vous accueillir et d'en parler parce que ce livre, au-delà de l'histoire du Chili, est un livre de romancière avant tout, et un livre d'un écrivain qui a atteint toute sa maturité, et j'espère que vous allez continuer à nous gâter de ses écritures, mais on n'en sort pas indemne. On n'en sort pas indemne. Oui, ben voilà, mais j'espère aussi que chacun, même si on n'en sort pas indemne, chacun dans son propre cheminement trouvera les rencontres et les appuis et les rencontres pour pouvoir en faire quelque chose de constructif. Patricia Fontaine, Pile et Face, c'est édité chez Academia qui se situe à Louvain-la-Neuve, dans le Brabant wallon. Une dernière question pour nos amis français, est-ce qu'on va vous retrouver sur les salons de France? Oui, j'espère bien, et en tout cas pour Mazamet, j'y retournerai avec un grand plaisir, et il y a des contacts qui sont en cours aussi avec des amicales franco-chiliennes en France, qui ont eu connaissance du livre, et il y a peut-être des projets de rencontres dans différents lieux en France pour justement partager avec la communauté franco-chilienne Pile et Face. Eh bien, beau chemin, à bientôt. Merci beaucoup Philippe, merci. Au revoir.